montre une belle ambiance quand même avant de commencer ce rendez-vous. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. Vous savez qu'il y a une académie du rire? Ben, j'irai prendre des coups. Ah, exactement. Comment allez-vous Élisée? Je vais très bien, Brice. Vous rentrez du boulot? Oui. Et vous avez un autre boulot? Oui. Bah, je crois qu'on est en train de promouvoir plusieurs boulots quand même. Hein. Parce que les gens ne font pas plusieurs boulots quand ils sont ici. Et quand ils vont en Europe ou aux États-Unis, eh bien, ils font plusieurs choses. C'est ça. Mais là, vous avez expérimenté déjà de faire plusieurs boulots. Bravo Élisée. À côté de vous, donc je garde le meilleur pour la fin. André, comment allez-vous? Ça va Brice, bonsoir à tous. On est content de vous avoir. Ben moi, jolie couleur. Hein. Ouais, je suis toujours Le content bleu de qui est en dessous du costume, il est ça. magnifique. Oui, bien sûr. Très, très bien. C'est un bleu mitre. Ouais, bravo à ceux qui nous habillent, à ceux qui nous subliment. Et puis Alain Toussaint a décidé, dans un style plus sobre. Oui, vraiment. Bonsoir Alain, comment ça va? Bonsoir Brice. Jolie chemise. Ça va. Merci. Chemise de bourgeois qui un dimanche ou un lundi, pourquoi pas un mercredi, se trouve sur un bateau pour pêcher. Comme disait un grand penseur qui s'appelle Fabio Capello, eh bien j'aimerais bien être sur mon bateau à Miami en train de pêcher pendant que à côté ça grille de la loco. Franchement. Jamais oublié cette phrase, jamais. Je serai à Miami, juste à côté. Bonsoir Isabelle, comment ça va? Salut Brice, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Ça faisait un bon bout de temps qu'on ne vous avait pas vu avec cette coupe de cheveux. En général, vous aviez des nattes, c'était ça? Des tresses, Des ouais. tresses, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Mais c'est très joli ce que vous portez. Et les couleurs, c'est du vert olive. Honnêtement, Oui. j'ai envie de dire du jaune. Non, c'est le vert olive. Du Vert Le olive, vin vert moutarde. Vert olive, vert olive. jaune moutarde. Vert olive, moi vous dire. Vert olive, vert olive, vert olive. Vous connaissez la chanson Vert olive? Ouais, vers Olive. Bien sûr. Ah, Bien sûr. il y avait des oiseaux du monde. Olive, vert olive. Ah, c'était bien ça. Ah, moi, je On les connaissais en... pas. Non, c'était... Non, les plus jeunes ne peuvent pas connaître ça. Oui, c'est ça. Pas très C'est ça. sûr. Tapez les oiseaux du monde. Oh, t'as bougé, bougé. Vous savez. Oui, oui, ça je connais. On leur... Ah, bon, c'est les mêmes, c'est les mêmes. On leur en voulait d'ailleurs, c'était les enfants de l'époque. Ça va, on leur en voulait. On dit, vous êtes des enfants de riches, des crocodiles. Ils avaient un groupe et ça marchait bien en plus. Bon, on espère que vous êtes bien installés chez vous. Ben, nous le sommes. Ici, sur Live TV, vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, numéro 6 de la TNT. Vous pouvez nous écrire sur nos pages des réseaux sociaux. J'ouvre mon téléphone pour dire qu'on va lire vos messages aujourd'hui. Voilà, on sera beaucoup plus regardant sur vos messages, sur ces belles paroles plutôt responsables. Eh bien, nous pouvons commencer véritablement ce rendez-vous du Grand Talk avec une bonne nouvelle. On appelle ça souvent dans les journaux le coin du bonheur. Voilà. Vous vous en souvenez, André? Le coin du bonheur, eh bien, notre ministre de la Culture eh bien, a convolé en juste noces. C'est l'expression consacrée. C'est ça. Ça vous rappelle les souvenirs, André? Ah oui, ça nous rappelle des souvenirs, mais aujourd'hui c'est elle qui a l'honneur, parce que la ministre de la Culture, comme tu l'as dit, s'est retrouvée dans le coin du bonheur avec une autre personnalité, en la personne de Malick Toé, qui est, la fonction publique qu'on lui connaît, c'est vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Donc après, bon, c'est un homme d'affaires, il a ses activités, etc. Donc voilà, on était tout heureux de voir hier ces photos-là qui montrent... Mariage traditionnel. mariage traditionnel. Mais enfin, c'est ça? Religieux. Religieux ou traditionnel, enfin, c'est à peu près la même chose. La loi dit reconnue, ouais. Hein? Non, pas reconnu, c'est pas officiellement reconnu, Voilà, il faut mais passer voilà. devant le maire pour que ce soit reconnu. Ah, ok, ouais. D'accord. Bon, bah, voilà. En tout cas, on est très, très heureux. Hein. Félicitations à vous, Madame la Ministre. Félicitations à vous, Monsieur Malick Toé. Donc, on prie que Dieu vous accompagne dans ce grand, grand, grand cheminement. C'est comme ça qu'on dit. En tout cas, que vous ayez beaucoup de bonheur dans votre foyer, que cet Je amour-là... ne sais pas ce qu'on sait, parce que je sais pas, André? c'était un mariage religieux, on est d'accord. Parce que nous, on André? avait- C'est ça, tout à fait. Là, j'étais dans un moment plutôt solennel. Pardon, excuse-moi. Voilà, donc je reprends tout ça. Bon, au nom de Live TV, de toute la chaîne, eh bien, on dira à notre ministre de la Culture et à M. Malick Toé, bon mariage, heureux ménage. On vous souhaitera beaucoup de bonheur. On espère que votre mariage eh bien, sera sous la couverture, la protection de l'Éternel et que chaque jour soit des jours de bonheur. C'est bon, André, vous pouvez dire ce que vous voulez dire. Ben voilà, Voilà, c'est terminé. c'est tout. Elle est très très belle dans sa tenue. On peut revoir la tenue de Madame la Ministre, s'il vous plaît dans... Voilà, magnifique dans sa Je me tenue. rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, elle a célébré le mariage De sa de ses fille. filles. De sa fille, ouais. Voilà 2 ou 3 mois environ. Très très bien, très très bien. Isabelle, bientôt?
J'espère, je ne sais pas encore, on verra. Très très bien. Très très bien. Est-ce que je suis la seule sur le plateau là en ce moment Non, c'est peut-être quand j'ai vu la tenue, j'ai tout de suite... Tu m'as J'ai essayé la tenue imaginé dans mon dedans. esprit, j'ai imaginé la tenue sur Alain Toussaint. Ça n'a pas marché. Je me suis dit, mieux vaut que je dise Isabelle. Bon, allez, on va passer à autre chose. C'est la vidéo du jour. Hein. Non à l'immigration clandestine. Regardez la vidéo, on en parle. Je m'adresse depuis 2 ans à la jeunesse ivoirienne que je connais parfaitement bien. Pas les gens d'Assini, hein. Pas les chanceux de l'île Boulet ou de Grand Bassam. Non, 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 non. Ceux d'Atécoubé, du marché aux poissons d'Abobo Doumé, Abobo Anador, Abobo Agbekwa, Akekwa, Bingerville, Williamsville, Koumassi. Mes fils désespérés au Vaudis et au Tramadol, écoutez-moi bien. Commencez par ne plus rêver de courir après la vie des Blancs. Combien de fois m'avez-vous dit que Dieu avait distribué les cerveaux en Europe, la richesse en Afrique? Mais quelle honte! N'avez-vous pas honte? Dixit. Non, mais c'est très fort ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est tous les afro-pessimistes, tu vois, là, quand ils voient comme ça un Européen en train de nous expliquer comment il est mal à l'aise, il est malheureux de voir la jeunesse ne pas croire en l'Afrique, tu vois, ça, je trouve que c'est très fort. Et c'est ce qu'on peut dire, on connaît la détresse, évidemment, qui anime la jeunesse, qui se pose des questions, mais il faut que la jeunesse aussi soit consciente que parfois des choix d'immigration sont des choix risqués quand ils ne sont pas préparés. Parce que ce qu'il dit, la vidéo est plus longue, il essaie d'expliquer que voilà, il y a beaucoup qui émigrent, mais on se prépare. On organise tout ça. On organise tout ça. Et là, nous, dans notre cas, beaucoup se préparent avec beaucoup d'argent, 2-3 millions, mais pour emprunter les chemins les plus dangereux. Donc forcément, on voit bien que... Mais alors, est-ce que justement on emprunte les chemins dangereux parce que les canaux, les chemins officiels ne sont pas trop restreints? Je vais dire ça comme ça là. Oui, évidemment, puisque les pays européens, puisque c'est la principale destination de frères et sœurs qui partent, délivrent de moins en moins de visas. Voilà, je veux dire, les lois sur l'immigration ont créé un contexte de restriction, ce qui fait que la seule voie, en tout cas la principale pour certains qui se voient refuser le visa, c'est de se jeter dans les océans. Maintenant, ce qu'il dit, moi j'aime bien ce discours, mais il aurait pu, en miroir, mettre aussi les difficultés justement que font ces pays européens à délivrer des visas à nos compatriotes qui veulent bien partir. Voilà, parce que c'est bien, effectivement, c'est un très beau message que les autorités de notre pays auraient dû, ou de nos pays, de façon générale, auraient pu eux-mêmes déjà initier. Mais il y a un contexte aujourd'hui, l'Europe veut bien de l'Afrique en tant que partenaire commercial, économique, tout ce qu'on veut. Nous sommes un prolongement de leur marché, mais ils ne veulent plus voir autant d'Africains que par le passé. Donc alors, il y a cette réalité aussi. Moi, je vais caricaturer et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alain Toussaint, je suis dans 2 pièces. Je peux accueillir 20 personnes chez moi. Et puis à un moment donné, j'en ai 19. Je peux commencer à dire aux 30 qui attendent, attention, je commence à ne plus pouvoir accueillir des personnes chez moi. Et donc je serai obligé d'être plus regardant. J'en ai accueilli un bon nombre. Qu'est-ce que vous pensez de ma caricature? Non, je pense qu'elle est valable, mais certes, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, la France en tout cas, comme le disait Michel Rocard, mais dans un souci aussi de réciprocité, parce qu'on le voit aujourd'hui, l'Afrique est devenue la principale destination des Français, des Belges, Est-ce que c'est le même flux? Oui, enfin, ce n'est pas le même flux, mais je pense que c'est quand même une tendance lourde aujourd'hui. Le continent est devenu un territoire important pour ces Occidentaux. Et quand ils viennent chez nous, aucune difficulté, en tout cas, ne leur est faite. Sans doute, cela est dû à la faiblesse des États qui les considèrent comme des touristes, alors qu'il s'agit en fait de vrais migrants économiques. André, Élisée, je débat sur le dualisme. Enfin, moi, je vois comment Alain Toussaint a pu nous transporter d'un message comme celui-là intéressant à l'accusation des Européens qui ne nous donneraient pas des visas. Moi, je vois que ce n'est même pas le sujet.
le sujet, c'est que si les Européens ne nous donnent pas assez de visas, mais hurrah, mais intéressons-nous à l'Afrique. Allons-y, faisons des tours au Burkina Faso, allons-y, je ne sais pas, en Tanzanie, c'est un beau pays qui fait partie des 10 pays africains les plus avancés, etc. Donc je veux dire que si les Européens ne sont pas prêts à nous accueillir, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Sauf que, c'est ce que Alain Toussaint, moi, il ne dit pas que ça me dérange, les Africains sont même plus compliqués en termes de mobilité, de visa que les Européens. À un moment, Alain Toussaint, j'entends bien Précisez ça. votre pensée. Sur quel point? Non, mais aujourd'hui, demandez à un Camerounais de se lever demain matin et de prendre la destination d'Abidjan. Oui. Il doit prendre un visa. Mais c'est normal. Mais, puisque non, ça non, fait mais partie bien de la sûr, même mais donc zone. c'est l'exemple Oui. que je vais vous donner. Oui. Alors qu'on parle d'intégration africaine, on a créé la ZLECAf, enfin, je veux dire qu'on attend quoi pour mettre tout ça en œuvre? Alain, on ne va pas Mais c'est passer en tout notre cours. temps à taper sur l'Européen Non, qui non, non, manifestement a ses problèmes à gérer. À un moment aussi, c'est la réalité. Alain, j'ai 30 secondes avant de passer, pour ne pas dualiser le débat. Voilà, Oui. il ne faut pas réduire mon propos à ce que vous dites, enfin ce que tu dis. Oui. Non, c'est une réalité. Ils veulent bien commercer avec l'Afrique, mais ils ne veulent pas d'Africains chez eux. Au moins, vous êtes d'accord. Parce que quand ils parlent Il ne des fait pas jeunes... d'Africains chez eux. Là, Non, ça m'a l'air un peu, ça m'a l'air un peu lourd quand même. d'accord. Non, 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 Je ne suis pas d'accord, Alain. Bon, je vais juste terminer. Oui. Quand il fait ce message de sensibilisation contre l'immigration, si elle était une immigration régulière, il n'en parlerait pas. Non, non, C'est parce que... Je te rajoute juste un petit Oui, peu de allez-y, chose. Il André. dit dans sa vidéo qui est plus Oui. longue, il dit même, si vous voulez partir Oui. en Europe, il faut vous préparer Oui. pour emprunter les chemins légaux. Oui. Il le dit même Oui, dans mais sa donc on vidéo. se rejoint. Ça veut dire qu'il n'est pas contre. Mais Non, ce donc qu'on on dit se ici, c'est rejoint. l'immigration qui... Oui, voilà. Oui, Alain donc on termine. se rejoint. Si il n'y avait pas de difficulté à délivrer des visas, personne ne parlerait d'immigration clandestine. Non. Voilà, jusqu'au début des années 90, les Ivoiriens, je crois jusqu'en 87-88, les Ivoiriens pouvaient aller et venir vers la France sans difficulté. Et du jour au lendemain, ils ont, notamment le gouvernement Chirac, à l'époque Premier ministre, a décidé d'instaurer un système de visa qui malheureusement n'a pas été suivi immédiatement par la réciprocité. C'est après que nous avons commencé à exiger des choses. Donc, moi, je n'ai rien contre les messages de sensibilisation, mais il ne faut pas montrer qu'une partie du problème, la vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est devenue un mur infranchissable pour les Africains qui veulent Non, je bien ne suis y pas aller. d'accord. Vous savez, on l'a entendu André, vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Élisée, je vous écoute. Bon, moi, je m'apaisantirai dessus 2 points dans l'intervention du monsieur. Dans un premier temps, je ne parlerai pas de toute l'Afrique, mais je parlerai juste de la Côte d'Ivoire. Si tant est que je partage entièrement son avis, si tant est que ce que certaines personnes veulent faire croire, c'est que chez nous, ici, c'est difficile, la vie est pénible, la vie est aussi difficile que ça, mais il suffit jusqu'à sortir les chiffres d'immigration, les statistiques au niveau d'immigration, et puis on va s'en rendre compte. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est 26% au moins de sa population qui est constituée d'étrangers. Tout le monde vient en Côte d'Ivoire comme si c'était l'Eldorado. D'où vient-il donc que tous, ceux qui sont à l'extérieur, eux, ils voient dans notre pays la richesse, ils voient dans notre pays l'Eldorado, et que nous-mêmes qui sommes natifs d'ici, voyons dans notre pays la misère. Il y a un problème aussi qu'il faut qu'on se pose comme question. Mais quand vous dites Parce de que l'extérieur, vous parlez de l'Afrique ou vous parlez de l'Afrique et de hors de l'Afrique. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a pratiquement toutes les nationalités en Côte d'Ivoire. Il suffit juste de vous rendre aux affaires étrangères, on va vous sortir la liste. Même, je pense même que c'est l'un des pays en Afrique qui a le plus de représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. On a pratiquement toutes les nationalités. Donc moi, je reste pertinemment convaincu, vraiment si je veux raisonner par l'absurde, qu'un pays dont on estime qu'il n'y fait pas bon vivre, que vraiment c'est difficile, que les conditions sont exécrables, vraiment je ne vois pas en quoi une majorité de population va migrer vers ce pays. Si tant est que la situation est si difficile que ça. Donc je crois que quelque part, il faut arriver à un moment à tenir un discours vrai et un discours franc. On se plaint du fait, par exemple, que les Occidentaux empêchent les uns et les autres de venir. Mais en même temps aussi, il faut qu'on ait le courage de dire, nous-mêmes là, il arrive parfois qu'on fustige l'immigration irrégulière. Nous-mêmes chez nous, entre nous Africains, on estime qu'il y a des personnes qui viennent dans notre pays qui en réalité, excusez-moi du terme, n'ont rien à y foutre. Ils viennent plutôt foutre le bazar. Et quand on est devant cette situation, on se dit, mais attends, il faut qu'on régule quand même cette immigration. Donc, quelque part, il y a ça aussi qu'il faut mettre en évidence. Il ne faut pas juste qu'on soit là à dire, les gens ne veulent pas qu'on aille, les gens ne veulent pas qu'on aille. Mais quand tu vas, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu comptes? Parce qu'une chose est importante, je vais gagner, mais qu'est-ce que j'apporte aussi au pays où je vais? Il y a aussi ça qu'il faut. Après Isabelle, bon, je vous laisse terminer, Alain. Non, je vais juste Vous répondez. relancer Élisée. Est-ce que nous demandons forcément aux Européens, je parle d'eux, qui viennent chez nous, ce qu'ils viennent faire ici? Certes, il y a ceux qui sont des investisseurs, voilà,
des entrepreneurs, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent pour regarder la lagune. Donc, je veux dire, la liberté... je termine. Ok, d'accord, fini. La liberté d'aller et de venir est inscrite dans la Constitution. Ceux qui veulent partir, on le souhaite de manière régulière, voilà, peuvent partir. Seulement, il faut éviter d'aller se jeter dans la Méditerranée. Mais Alain, Et pour ça, il faut préparer... Mais non, Alain, tu es d'accord avec moi que Après, n'importe quel occidental ne se lève pas du jour au lendemain pour débarquer en Côte d'Ivoire. Il y a une procédure à suivre. On n'en sait rien. Nous, si, ils demandent un visa. Non, mais en fait... On demande un visa. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir aussi Bon, quand on c'est bon, tous les deux, demande le visa merci. et qu'on te refuse une fois, deux fois, trois mais il faut qu'on fois. dise une vérité Allez-y, quand même. allez-y. Voilà. Avant Il ne faut pas qu'on Isabelle. donne l'impression que les Occidentaux, parce qu'ils ont envie de venir en Côte d'Ivoire, se lèvent un beau matin, ils prennent l'avion, puis ils débarquent à Abidjan. Ce n'est pas vrai. Mais on dit également... Ils suivent aussi une procédure pour avoir le visa. Élisée, est-ce que vous pouvez nous dire, en comparaison, les conditions d'obtention d'un visa d'un Africain pour aller en Europe sont les mêmes pour un Européen pour venir en Afrique? Non, ça je suis d'accord. Je suis d'avis que les conditions sont pas les mêmes. Mais toujours est-il qu'il y a des conditions. Non, toujours est-il qu'il y a des conditions ou pas. Brice, toujours est-il qu'il y a des conditions. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que des gens ont cette capacité-là ou bien des gens ont cette possibilité de rentrer quand ils veulent et sortir comme ils veulent. La perception, je partage la perception. On a la perception que pour les Européens, venir en Afrique, c'est une formalité. C'est ça. Alors que de l'autre, c'est une vraie difficulté d'obtenir un visa. Mais moi, j'ai vu, mais on a des témoins de personnes, même des citoyens ivoiriens qui se sont naturalisés, qui ont pris une autre nationalité, qui ont même ils se sont vu refuser le visa pour venir à Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'avaient pas rempli des papiers. Parce qu'il y a des conditions qu'ils ne remplissaient pas. Ils ne sont pas rentrés en Côte d'Ivoire. C'est des choses qui arrivent aussi. Mais vous dites que vous avez la perception que c'est plus facile de venir. Mais à un certain moment aussi, c'est normal. Hein, parce que, excusez-moi, les Européens qui viennent ici, en général, ils ne viennent pas pour squatter nos boulots. Ils viennent, c'est des touristes, ils apportent de l'argent, ils apportent une forme de richesse. Voilà. Par contre, et ça c'est une réalité, il ne s'agit pas de se cacher, ceux qui partent, nos compatriotes qui partent, à un certain moment, arrivent dans une situation très difficile de précarité en Europe, etc. Donc, ce n'est pas la même prise en charge. Donc, vous ne pouvez pas demander les mêmes conditions. Ce n'est pas possible. Vous en savez, en ce qui concerne les Européens, il y en a aussi qui sont dans une situation précaire. On en connaît un certain nombre. Mais bien sûr, le monsieur qui parle là, il dit souvent, il est en galère, il est venu en Afrique se chercher. Mais je dis que... S'il vous plaît, tous les deux, je veux entendre Isabelle. Bon, on va entendre Isabelle. Je suis la seule femme, mais je n'arrive pas. Alors, on ne dira jamais suffisamment non à l'immigration clandestine. Moi, j'adore en tout cas ce monsieur qui se fait appeler donc Monsieur Pourquoi. Son activisme est hyper impactant parce qu'il a plus de 200 000 donc, abonnés sur son compte TikTok. Maintenant, pour revenir à ce que les garçons disaient tout à l'heure, une fois que tu demandes ton visa en Afrique pour aller par exemple en Europe, on te refuse le visa une fois, deux fois, trois fois, eh bien dis-toi que tu es tenté en tout cas de prendre des voies plutôt illégales. Donc après, à un moment donné, il faudrait aussi qu'il y ait une réciprocité en termes d'obtention de visa. J'avoue aussi que moi, je peut-être demandé le visa 3, 4, 5 fois, je l'ai obtenu 3, 4, 5 fois. Oui, non, mais ça c'est toi, Brice. Non, non, mais ça c'est toi. Non, mais je veux dire, il y a plusieurs personnes qui n'y arrivent pas. Oui. Ou souvent même quand tu déposes en fait ta demande de visa, tu vas attendre 2, 3 mois, voire 5 mois, tu n'as même pas de retour. Donc du coup, on estime en fait que c'est un peu de foutage de gueule, quoi. Bon, le sujet, franchement, le problème, c'est intéressez-vous à l'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, voilà, il faut développer en fait le tourisme africain. Il faut qu'on ait en fait plus d'opportunités en termes d'emploi pour les jeunes, etc. Alors qu'il y a l'Afrique. Moi, je pense que le message qu'il veut nous donner ici, c'est vrai qu'on est en train de peut-être le dévoyer un peu. Le débat n'est vraiment pas au niveau de la difficulté à obtenir le visa ou pas. Le débat est au niveau de est-ce que ce qu'on pense aller chercher en Europe ou bien en Occident, on ne l'a pas chez nous. Voilà tout le débat. Est-ce qu'on ne peut pas l'avoir chez nous? Cette vie. Alors, rose. la vraie question qu'on vous l'a posée, permettez-moi de vous la poser. Oui, vas-y. Alors, votre question, vous répondez quoi à votre propre question? Mais moi, je pense qu'on peut l'avoir ici. On peut l'avoir. Et même mieux. Et même mieux que même si on était de l'autre côté. Aujourd'hui, il suffit juste de prendre les statistiques des retours, les 10 dernières années, les retours en Côte d'Ivoire, de ceux qui ont vécu depuis longtemps en Europe, les retours, je prends juste les chiffres. Mais ça flambé de façon exponentielle. Il suffit juste de le regarder. Les statistiques sont là, on peut les sortir. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont compris que l'Eldorado, ce n'est pas forcément de l'autre côté. Et que même peut-être aujourd'hui, la donne est en train de changer, l'Eldorado est venir en Afrique. Donc il y a aussi cette réalité qu'il faut voir. Certes, mais je veux quand même rappeler qu'il y a même des citoyens américains qui vivent à l'étranger.
qui sont installés, alors que l'Amérique apparaît comme l'Eldorado. Donc je dis, il ne faut pas empêcher ceux qui souhaitent partir de partir. Voilà. C'est la proportion, Alain. On a le sentiment que vous, dans votre esprit, vous donnez le visa à tout va, mais sauf que vous oubliez que si on ouvre les portes de l'Europe, l'Afrique n'aura rien et que voilà, c'est ce que vous oubliez. Parce que vous n'avez pas dit une chose et son contraire. Moi, je suis content que l'Europe ferme d'une certaine manière ses portes parce que je pense qu'on a des cerveaux. On parle de la fuite des cerveaux, des gens qui doivent rester en Afrique pour se battre, pour faire émerger ce continent. Moi, c'est mon point de vue là-dessus. Donc, si vous voulez garder vos visas ici, je veux pouvoir aller en Tanzanie. Moi, j'adore le Congo. Je veux pouvoir y aller sans visa. Ça me fait rigoler parce que là-bas aussi, vous aurez besoin de visa. Ben, c'est ça. Moi, je vais déjà, c'est la première chose. Ce qu'il dit, c'est là que c'est incohérent en fait. C'est-à-dire, déjà même commençons. Ça veut dire par nos organisations, c'est là que je rejoins Alain et André, je pense que là, ils se rejoignent. Déjà même au niveau africain, c'est-à-dire au niveau sur-régional, déjà, commençons à faire de l'intégration une réalité. Faire l'intégration une réalité, c'est déjà de supprimer entre nous ici les visas. On a lancé la ZLECAF, ça fait pratiquement, je crois, 4 ou 5 ans qu'on est en train d'en parler. Mais aujourd'hui encore, les visas existent entre les pays. Comment on commerce si on a encore des barrières de ce genre? Ça devient compliqué. Donc il y a une certaine cohérence qu'il faut. Le travail est en cours aussi au niveau des organisations régionales. Ouais, mais c'est ça. D'accord. Merci les amis, donc c'était le point visa en tout cas, et puis on voulait dire, comme Isabelle nous l'a dit, un chapeau à monsieur pourquoi. Je crois qu'au-delà de tout, c'est une forme de sensibilisation et voilà, on voulait faire un petit clin d'œil donc à ce travail-là qui est fait. On marque une courte pause et derrière, on va évoquer la question de ce vrai faux braquage, vous me direz. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder. Je vous rappelle que vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Toutes nos excuses pour nos amis internautes. Je crois qu'il y a des petits soucis sur le réseau. Sur le direct. Voilà, des interférences, mais je crois que nos équipes sont à pied d'œuvre. C'est l'expression consacrée. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour que tout rentre dans l'ordre, dans les meilleurs délais. Sur le plateau, nous avons M. Élisée Boloubeu. Merci Isabelle d'être avec nous. Alain Toussaint et André sont à ma droite. Bien sûr. Ensemble, mais pas toujours d'accord. Ouais, bon, tant mieux pour la télé. Ça dépend. Alors, le fait divers du jour, eh bien, on va regarder la vidéo et après on va revenir. On va regarder un extrait de la vidéo. Je vous plante un peu le décor. Deux individus ont décidé donc de simuler un braquage et au final, ça donne ça. Je me nomme Yao Wagoshan Hippolyte, agent de recouvrement. Moi, c'est Yao Wagoshan Hippolyte, je suis le PDG de EDM. Hier, mon poste m'a fait appel pour me parler d'un plan de braquage dont je devais me faire passer pour la victime. Le montant est de 45 700 000. Lorsque nous avons mis le plan en place, vers les 15 heures, je me suis rendu au commissariat du 35e arrondissement. Et sur place, j'ai été reçu par l'officier de permanence. Nous sommes retournés sur les lieux du braquage où j'ai simulé le braquage. Je demande pardon aux autorités ivoiriennes. Je demande pardon à la police nationale. Je demande pardon à la nation ivoirienne. Je demande pardon au commissaire du 35e arrondissement pour cet acte ignoble de ma part. Alors, pour la petite histoire, ces individus, l'agent de recouvrement et son PDG mettent en place un stratagème pour simuler un braquage, donc au montant de 45 millions. Sur la notion de simuler, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont vraiment simulé ou ils ont imaginé? Ils ont prétendu avoir été braqués. On dira prétendu parce que ils sont même allés sur les lieux avec les agents. Là où ça s'est passé, voilà, donc du 35e, ils arrivent, mais après, les fins limites lui posent des questions d'usage, et certainement que là, à partir de là, ça commence à devenir moins cohérent, et c'est là que le poteau rose est découvert, et c'est bien dommage. Non, mais moi, ce que ça m'amène à penser, c'est le fait que certaines entreprises qui brassent beaucoup d'argent, et même ça arrive à l'administration, qui brassent beaucoup d'argent, n'utilisent pas les compagnies qu'il faut, parce qu'il y a les compagnies de transport de fonds, etc. Enfin, je suis toujours étonné de voir que quand les gens veulent transporter 40 millions, là, on a vu un truc qui s'est passé à Bengourou, la bonne dame est descendue de son véhicule avec son sac. Il y avait 10 millions. 10 millions, combien? Enfin, je pense que vraiment, aujourd'hui, c'est plus simple, parce que dans un État moderne, quand on passe balader comme ça avec 45 millions, parce que lui, il fait ça parce qu'il se dit
il a l'habitude de se balader avec de grosses sommes. Donc, c'est un scénario qui peut, tu vois, à un certain moment, essayer d'écrire. Alors que si l'entreprise prenait un abonnement avec une compagnie de transport de fonds, ben voilà, ça aurait été plus simple. L'entreprise aurait pu, de façon... Ça arrive même aux grandes compagnies... Bon, je ne vais pas citer des noms, même à l'État, tu vois, de se balader, aller faire des dépôts de plusieurs millions à la banque, comme ça. Je trouve que c'est l'enseignement qu'il faut sans doute en tirer. J'ai Alain, en réaction. On a aussi pu imaginer qu'on dématérialise tout aussi. Hein. On a l'air des transactions. C'est vrai qu'on a pas mal d'argent liquide qui circule, ce qui contribue aussi à une forme de fraude. Mais je pense qu'avec le temps, on réduira cette proportion d'argent qui bon, en même temps, il faut faut noter la fonction du tout premier qui s'exprime. Il est agent de recouvrement. Bon, donc il va certainement dans l'exercice. Non, mais il peut percevoir des chèques ou des virements. Oui, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est une vraie problématique aussi concernant les traçabilités. Aujourd'hui, juste ça, une compagnie qui fait du recouvrement, forcément, est reconnu auprès des autorités. Quand vous devez à une banque ou je sais pas, à quelqu'un, il a envie de récupérer son argent, il peut avoir recours à une compagnie de recouvrement. Cette compagnie-là doit pouvoir quand même avoir un certain nombre de pratiques pour qu'il ne serait-ce qu'au niveau des impôts, du trésor, on ait un minimum de traçabilité. Enfin, on ne va pas se balader comme ça, chercher l'argent dans un pays où il peut y avoir de l'argent. Souvent, on parle de blanchiment, etc. Donc, c'est ça aussi que le problème qu'il pose, je trouve qu'il est essentiel. Il faut que voilà, on puisse peut-être passer par des chèques ou des virements. Aujourd'hui, on a tous ces mobile money, etc. Donc voilà, il y a des choses, il faut évoluer quoi, avec son temps. Très bien. En tout cas, félicitations aux agents du 35e que vous connaissez bien. Voilà. Vous voulez faire comment il a réagi quand on est venu lui dire qu'on a été braqué? Parce que c'est vous qui savez faire. Qui ça? Le policier, comment il a réagi comment? Dites-nous. Reconstitution des faits en direct sur Live TV, toujours en avance. On a été braqué, le policier l'a dit. Non, mais je pense aussi que ce que Brice dit aussi, c'est intéressant parce que, bon, au-delà du fait qu'on est tous unanimes sur la nécessité, en tout cas, de dématérialiser davantage, en tout cas, disons, les finances et autres, tout ça, moi, je pense qu'il faut relever un élément qui ne doit pas passer inaperçu. Nos forces de défense et de sécurité qui, de plus en plus, vraiment deviennent, bon, je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas, mais en tout cas, avec les nouvelles menaces aujourd'hui, on se rend compte quand même que, de plus en plus, les forces de défense et de sécurité s'adaptent. Parce que par le passé, il y a eu quand même des situations comme ça où vraiment c'est resté, je dirais, à perte et profit. On a mis du temps à retrouver ça. Parlons de célèbre. On a tellement tourné en rond sur mais après, il faut reconnaître qu'on évolue selon son temps. qu'il y a des efforts quand même qui sont faits à ce niveau. Si le gars, allons-y dans ma tête, je fais de la science-fiction, si le gars dit qu'il a été braqué à 15h au carrefour non loin du rond-point Ado, mais la police aujourd'hui a des caméras pour savoir si à 15h, il y a eu un braquage là-bas. Et là, on regarde les caméras, on se rend compte qu'à 15h, il y a un gars qui a installé la statue. C'est là toute l'idiotie de l'opération, il fallait que tu places la statue. Qui a été recouverte d'ailleurs, mais bon. Non, mais c'est bien, donc c'est une interpellation, quoi. Il ne faut pas que les gens pensent que désormais ils peuvent monter des scénarios comme ça et vraiment arriver à s'en sortir sans qu'il n'y ait de retour. Je vais être gentil, mais bon, je termine là-dessus. C'est pas une forme de désespoir quand on arrive à ça. Oui, forcément. Moi, ça me pose même une question de moralité. Du dimanche, ouais. Mais la cupidité, ça existe. Bien sûr. Qui ne peuvent pas se contenter de ce qu'ils ont, etc. Mais enfin, je sais pas. Toi, tu voulais nous parler de la jeunesse, oui, de la souffrance. L'autre, il dit il est PDG. En plus, il réfléchit beaucoup avant de donner le nom de sa société. Donc, on a l'impression que c'est une société un peu fictive, quoi, qui ne brasse pas suffisamment d'argent. Moi, j'ai envie de faire une corrélation avec le fait qu'il y a réellement qu'en fait d'emploi au niveau de la jeunesse. Donc, ça peut éventuellement créer donc ce type de situation que les gens vont. Je vous promets que sur le plateau, vous êtes la seule à croire en cette théorie. Vous êtes la seule. Forcément, il y a des cas, la pauvreté, ça amène à faire des conneries aussi. Voilà, mais pour une situation comme celle-là, ça n'a rien à voir avec un souci d'employabilité. Parce que quand même, une société qui arrive à brasser 45 millions, on ne peut pas me dire que c'est une société... Ils ont le cœur dur, ça va, je comprends. Ils ne sont pas sensibles. Elle est plutôt maternelle, elle pense que... Voilà. Le point qu'on pourrait peut-être ajouter pour compléter, c'est que en une semaine, cela fait le deuxième et troisième jeune qui sont pris dans une tentative de détournement de fonds. Il y a un jeune qui avait été recommandé dans une entreprise, une agence de fonds. De transfert d'argent. Voilà, transfert d'argent et qui, au bout de 3 jours, s'est barré avec la caisse. Vous voyez, donc l'argent facile, l'enrichissement rapide, encouragé d'ailleurs par un certain nombre de pseudo-influenceurs sur les réseaux sociaux qui font étalage de leur richesse, de leur vie de luxe,
contribue aussi c'est leur vie, si à c'est mettre leur dans vie. la tête Si des tant est que c'est jeunes une vraie qu'on vie de peut riche. gagner de l'argent facilement, sans effort. Et je pense que la police, les institutions aussi, notamment la justice, doivent faire ce travail-là, notamment le ministère de la Jeunesse pour la sensibilisation. Hein. Pour gagner de l'argent, il faut travailler. Hein, voilà. Alors moi, je suis un peu inquiet parce qu'en ce travailler. moment, il y a des compagnies de livraison et j'ai mon dîner qu'on a commandé depuis 17h qui n'est pas encore arrivé. Je me dis, si ça se trouve... Tu as déjà payé par mobile Ben money? oui, j'ai déjà tout Ah, réglé. ben non, là, C'est bon. c'est fini, C'est là. bon. Alors, avec votre permission, Eliane, avec votre permission, est-ce qu'on peut marquer une courte pause avant de recevoir notre invité sur notre plateau? J'attends juste. Sinon, on parlera. Voilà, on marque une pause et nous avons notre invité. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et il nous a rejoint pour la suite. Monsieur Nangaluru Tuo, je prononce bien, vous êtes directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, également coordonnateur du programme de l'école de la deuxième chance. On en a parlé sur le plateau et nous sommes très très heureux de vous avoir avec nous pour donner d'autres détails concernant cette école de la deuxième chance. On va s'intéresser donc à l'apprentissage et à l'insertion professionnelle. Alain, vous avez une question sur ce... On en parlait tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, on parlait de l'apprentissage. Est-ce que les jeunes sont intéressés par la filière, en tout cas par l'apprentissage? Globalement. C'est une vaste question, je sais, mais... Je dirais merci beaucoup de l'opportunité que vous nous donnez de parler davantage de ce dispositif, de ce mode de formation qui fait l'actualité aujourd'hui au niveau du ministère. Vous avez donc toute la salutation de M. le ministre Kofi Nguessan. Merci beaucoup. Qui est déjà passé ici. Et donc l'apprentissage, c'est un mode de formation en alternance aujourd'hui qui permet de faire 25% des cours théoriques à l'école et puis 75% du temps centré sur le métier au sein de l'entité de production, au sein de l'entreprise, pour véritablement exercer le métier pendant que vous êtes en train de vous former. Donc c'est en vogue aujourd'hui. Voilà. Nous avons des recrutements successifs et au cours de ces différents recrutements, nous avons des vagues et des vagues. Vous voulez 1000 personnes, vous vous retrouvez avec 5000 personnes inscrites. Donc ça veut dire que c'est beaucoup à tirer. Très bien. Isabelle? Alors aujourd'hui, le ministère de la formation professionnelle parle beaucoup en fait de ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance pour accroître les opportunités d'emploi pour les jeunes. Oui. Mais pourquoi on parle de deuxième chance? Est-ce qu'il y aurait une troisième chance également? Parce qu'on n'a pas parlé de seconde chance. Donc juste pour comprendre. Non, merci pour la question. Ça nous permet de clarifier un peu un certain nombre de choses sur le concept. C'est l'école de la deuxième chance. Pour nous, la première chance consiste à quelqu'un qui va à l'école, qui fait son parcours normal, et à la fin de la formation, tu es inséré dans la société. Ça, c'est, tu as réussi à fructifier ta première chance. Ton premier parcours a réussi. La deuxième chance, il s'agit pour ceux parmi nous qui n'ont pas pu avoir accès au marché de l'emploi avec la première chance. Il s'agit donc des diplômés sans emploi et des gens qui ont fait des parcours de formation qui ne sont plus sollicités par le secteur productif. Ce n'est pas de leur faute, mais la mutation du marché du travail fait qu'aujourd'hui, le métier, le diplôme qu'il a, il a du mal à trouver de l'emploi avec. Mais il y a en même temps des possibilités de reconversion pour lui sur de nouveaux métiers, sur la base de son background qui est là. Donc, on lui donne une seconde chance de s'orienter sur ces secteurs. Il y a aussi ceux qui ont perdu leur première chance à cause d'un abandon scolaire. Et cet abandon peut être dû aux problèmes familiaux. Un père qui décède, un enfant qui a une mauvaise fréquentation. Et donc, peut-être un côté immature. Donc, il est question pour nous, en tant que gouvernement, de donner une porte ouverte à ces personnes, de se ressaisir et de pouvoir être utile. Parce que tout Ivoirien est un capital humain, a du talent, qui peut servir le pays. Et donc pour nous, l'école de la deuxième chance permet donc de récapitaliser ce talent et le remettre au service du pays. Très bien. Voyez. Élisée? Ok. Là, on sait que l'année 2023 a été décrétée par le chef de l'État, année de la jeunesse. Et on sait que l'école de la deuxième chance, un programme qui a été lancé il y a quelques mois de cela, disons presque une année, dans cette perspective-là d'insérer et de permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi. Est-ce qu'au regard de ces nouveaux objectifs, c'est-à-dire décréter l'année 2023, année de la jeunesse, est-ce que de nouveaux objectifs ont été fixés concernant l'école de la deuxième chance? Parce que c'est l'un des programmes sur lesquels le gouvernement compte, selon en tout cas ce qu'on entend. Oui, il faut dire que déjà, depuis 2022, que nous étions en train de concevoir ce programme, les signaux nous montraient qu'en 2023, ce programme sera au cœur de l'action gouvernementale. C'est l'une des priorités aujourd'hui
Vous savez, quand vous avez une population de 30 millions d'habitants, où les 3/4 sont âgés de moins de 35 ans, en tant que gouvernement, cela vous interpelle. L'interpellation vient du fait que vous avez cette tranche de population qui sont concernées par 3 éléments: l'éducation, la formation et l'emploi. Et quand vous prenez donc dans cette portion de personnes, ceux qui sont concernés par la question de l'éducation, de l'emploi et de la formation, c'est environ 6 à 7 millions de jeunes sur ces 22 millions de personnes. Et donc, il était évident que le gouvernement, conscient de ce potentiel jeunesse, ce capital humain qui est la jeunesse, il était question de prendre une action d'envergure pour valoriser ce capital humain et pouvoir le mettre à la disposition d'une économie qui est aujourd'hui florissante. Mais la meilleure ressource de cette économie, c'est le capital humain, ce sont les compétences. Et nous avons donc dû prendre ce programme pour développer les compétences, pour les mettre à la disposition de cette économie. C'est un élément important. Je caricature avant de poser la question. Mais M. Thio, je vais peut-être me tourner vers Isabelle qui avait sa question de la première, deuxième et peut-être la troisième. L'école de la première chance n'a pas donné la chance à tout le monde. Donc on l'a proposé une école de la deuxième chance. Est-ce qu'on est sûr que cette école de la deuxième chance donne vraiment la chance à cette catégorie-là pour ne pas imaginer un jour une troisième chance? Notre souhait est de... vous savez, la stratégie, elle est simple. Vous avez un stock de jeunes qui sont concernés par l'école de la deuxième chance, qui est alimentée par les différents ordres d'enseignement, avec les abandons, les non-insérés. Vous avez l'éducation nationale avec les abandons scolaires. Vous avez l'enseignement supérieur avec les diplômés sans emploi. Vous avez aussi les parcours de formation inachevés qui existent chez nous. Donc ce stock-là, nous le traitons avec l'école de la deuxième chance. Mais l'école de la première chance est traitée à travers un programme que nous appelons l'Académie des talents. Cette Académie des talents consiste aujourd'hui à revoir nos programmes de formation, à revoir l'organisation, la gouvernance de nos établissements, à impliquer davantage le secteur productif et permettre à ce qu'on puisse valoriser les premières chances. Ce qui veut dire que quelqu'un qui rentre à l'école désormais pour faire une formation professionnelle, nous allons mettre autour de sa formation, de l'établissement, un écosystème d'entreprise qui lui permettra, à coup sûr, à la sortie, de pouvoir valoriser sa première chance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et au-delà de cet écosystème d'entreprise, nous sommes en train de construire des partenariats Internet au niveau académique avec des grandes institutions pour mettre aux normes nos référentiels de formation, de telle sorte à favoriser la mobilité de nos compétences. Quelqu'un qui est formé en Côte d'Ivoire, qu'il puisse aller travailler aussi bien en France, au Canada, et quelqu'un qui est formé à Abidjan puisse aller travailler au Burkina, partout. Donc, avec des compétences, des curricula qui répondent aux normes internationales, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'accès à l'emploi. Oui, donc ça, on parle en fait de formation, enfin, adéquation, formation, emploi. Exactement. Maintenant, pour en venir à ça, est-ce que vous avez ciblé certains métiers en fait en Côte d'Ivoire sur lesquels vous vous penchez? Il faut dire que l'école de la deuxième chance répond à la demande des entreprises. Ce qui veut dire que les métiers, il y a des secteurs florissants aujourd'hui. Quand une entreprise nous envoie une requête avec un besoin de compétences, bien évidemment, les métiers dont elle a besoin en compétences sont listés. Mais bien évidemment, il y a des métiers qui se dégagent. Quand vous regardez bien l'économie nationale, il y a aussi notamment les métiers du bâtiment qui sont beaucoup sollicités avec tous les chantiers, le bâtiment, les travaux publics, avec toutes ces routes qui sont en train d'être construites. Il y a les TIC, il y a l'agriculture, il y a tout un ensemble d'activités, sur également l'hôtellerie, qui est un secteur de la restauration qui est beaucoup florissant aujourd'hui. Alors, voilà. Isabelle a déjà posé la question, mais je vais juste avoir une précision. Oui. Le profil de ces personnes, je ne vais pas parler des jeunes parce que c'est un peu trop large. Quel est le profil des personnes qui sont dans ce programme de la deuxième chance? Il faut dire que les critères, il a fallu peut-être circonscrire un peu, mais c'est le critère d'âge, le minimum, c'est 16 ans. D'accord. 16 ans qui sont concernés. Mais après 16 ans, toute personne est active. Elle a besoin d'insertion, elle a besoin de formation. Et donc la question pour nous, c'est de permettre à tous ceux qui sont âgés d'un minimum de 16 ans de pouvoir revenir et revaloriser, apprendre un métier. Parce que ce que nous voulons faire ressortir, c'est plus le talent des gens, des uns et des autres. Tout jeune a un talent. Mais le seul lieu où ce jeune peut valoriser ce talent, c'est en ayant accès à notre dispositif de formation
qui le forment à un métier. C'est un élément vraiment important. Donc, comment on arrive à sortir ce métier? Donc, à tout âge, vous pouvez venir apprendre votre métier. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez venir faire éclore ce talent avec notre dispositif qui est l'Académie des talents. Alors, on l'a dit en début d'interview, 2023, année de la jeunesse. Les dispositifs en direction des jeunes sont nombreux. Oui. Quel type d'articulation trouvez-vous entre votre ministère et le ministère de la Jeunesse, qui lui aussi est en charge de la promotion, de l'insertion et de l'éducation civique? Comment faites-vous? L'école de deuxième chance, c'est un dispositif que nous avons mis en place qui est multipartenaire. Donc, c'est un cadre qui permet à tous les acteurs de pouvoir exercer et de prendre en compte la question de la jeunesse, la question de l'emploi. Donc, nous sommes toujours en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Nous menons des activités, des réunions interministérielles pour plancher sur l'état d'avancement des activités qui nous lient. Nous cofinançons des projets, exactement. Nous avons une partie qui est financée et l'autre côté est pris en charge par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Quand vous prenez le programme de la grande distribution, par exemple, c'est un secteur, c'est un consortium qui est venu nous voir pour dire nous avons aujourd'hui des grandes enseignes qui s'installent, mais les métiers qui sont exercés dans ces grandes enseignes ne sont pas toujours très connus. Ne sont pas connus, ne sont pas structurés. Il n'y a pas de référentiel de formation. Donc, on a donc professionnalisé ces métiers et on a fait un cofinancement. Les perdièmes des jeunes, les primes de restauration et de déplacement sont payées par l'agence emploi jeune. Et donc, les coûts, les équipements de formation, la rémunération des formateurs sont payés par le FDFP qui est sous notre tutelle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de chevauchement entre les deux ministères? Oh, non, pas du tout. C'est bien organisé. Pas du tout. Je vous rassure. Il n'y a pas de bataille de prérogatives entre ministères. Non. Vous êtes certain? Élisée Bologueux, j'ai votre Nous question. travaillons en très bonne synergie. Très bien. Moi j'ai une question à deux volets. La première, déjà, c'est de savoir aujourd'hui quel est le maillage au niveau de l'intérieur du pays concernant ce dispositif. Parce que très souvent, on reproche à nos structures d'accorder la priorité voilà, à la jeunesse au niveau d'Abidjan. Souvent, ceux qui sont à l'intérieur sont abandonnés. Ça, c'est la première. La seconde, vous avez lancé une opération en accord avec certaines entités, notamment UTEXI, Palmsi et autres, qui avaient pour but de recruter sur plusieurs niveaux, des gens qui devaient être dans les CDI, des gens qui devaient être formés. Aujourd'hui, quel bilan de ce recrutement? Si tant est qu'on est arrivé à terme, quoi. Oui. Je vous remercie parce que la question de la couverture territoriale, de l'inclusion, de beaucoup de questions est importante. L'école de la deuxième chance couvre tous les aspects. Toutes les régions aujourd'hui, ce sont des formations de qualification de courte durée sur le métier à la demande des entreprises. Donc, ce qui fait qu'une entreprise qui est géolocalisée sur toute l'étendue du territoire, les jeunes sont recrutés et sont mis à la disposition de cette entreprise. Nous avons fait des recrutements décentralisés quand il est question de recruter en territoire. Nous avons nos directions régionales, nous avons les agences employeurs, nous avons beaucoup de structures avec lesquelles nous travaillons. Et comme je dis, ce sont des formations à la demande de l'entreprise. Donc si l'entreprise se trouve à Bouna, on recrute les jeunes. En accord avec l'entreprise, on met la cartographie de recrutement en place. Parce qu'il faut savoir que l'école de la deuxième chance répond à un certain nombre de besoins spécifiques des entreprises. Vous allez voir qu'il y a des entreprises qui se caractérisent par des métiers qui sont typiques à l'entreprise. Quand vous prenez les entreprises qui sont dans l'agro-industriel, il y a souvent des seigneurs qui sont dans l'EVA, etc., etc. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont des spécificités et qui sont localisées à l'intérieur du pays. Et donc, pour ne pas faire de publicité, voilà. Donc, Monsieur le directeur, non, 30 secondes, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Juste 30, ça peut une relance. Non, je suis désolé. Pardon, Élisée. On va terminer l'entretien avec justement une question. Monsieur le directeur, aujourd'hui, ils sont nombreux ces jeunes qui nous regardent à travers ce rendez-vous, qui ont envie de s'intéresser à cette école de la deuxième chance. Par quels moyens? Et on termine là-dessus. Je pense que nous voulons lancer un appel aux entreprises. Les entreprises nationales qui sont concernées. Pour nous, il est question de les aider, les accompagner à combler leurs besoins en compétences. Donc, qu'elles nous sollicitent avec leurs requêtes, nous allons donc travailler. Mais pour les jeunes, nous leur demandons de s'approcher du ministère, de s'approcher du ministère, de la direction, qui aujourd'hui œuvre à pouvoir leur donner un accès à cette formation. Et donc, nous allons les prendre en charge dans tous les cas. Très bien. Voilà. Monsieur Thio, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de l'apprentissage de l'insertion professionnelle, coordonnateur du programme de l'école de la deuxième chance. Qu'est-ce que vous dites, Élisée? Non, je demandais est-ce qu'on peut avoir des contacts parce qu'il y a des jeunes qui peuvent suivre, qui vont vouloir certainement approcher
la direction de l'apprentissage. Page Facebook, Est-ce qu'on peut avoir, voilà, est-ce qu'on peut avoir des Oui, contacts? ils peuvent aller sur le site de la DAIP, DAIP.ci, voilà, et puis la page de la direction de l'apprentissage et de l'insertion sur le site internet, etc. Voilà. Et puis il y a le ministère aussi, formationprofessionnelle.gouv.ci. Bon, sinon, vous prenez de la publicité sur Live TV, ce sera encore plus précis. Merci beaucoup alors. Placement de produits. Peut-être que je... Merci beaucoup. Nous sommes une entreprise étatique et donc Citoyenne. citoyenne, exactement. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vais me tourner vers Isabelle. Alors, tout à l'heure, on aura à Oulaba. Est-ce que vous avez déjà regardé une élection à Oulaba, Isabelle? Non. Non? Non. Ce serait bien. Parce que tout à l'heure, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On va évoquer la question d'Aoulaba. D'accord. Vous voulez que je vous en parle? J'ai jamais suivi, je suis Ah bon? curieuse. Ouais, non. Ah mais non, mais moi j'ai eu l'occasion de suivre et je peux vous dire que c'est très plaisant, c'est ça? très plaisant, c'est très instructif, c'est très pertinent et on va recevoir M. Zouzouko Charlemagne. Donc M. le directeur va céder son siège donc à M. Zouzouko Charlemagne pour pouvoir le faire, pour qu'on puisse poursuivre ce rendez-vous. Monsieur Zouzouko, bonsoir, merci d'être là avec nous, merci de vous installer. Vous êtes président du comité Aoulaba Côte d'Ivoire. Alors, déjà, Isabelle, par exemple, n'a pas eu l'occasion. Aoulaba, qu'est-ce que c'est? On présente un tout petit peu pour les personnes. Voilà, qu'est-ce que c'est? Aoulaba, c'est un concept au niveau de la beauté ivoirienne, c'est-à-dire c'est la promotion. Quand on parle d'Aoulaba, c'est un terme purement akan qui parle de la beauté. Donc c'est un concours que, comme on l'appelle, la Côte d'Ivoire s'est approprié. Je veux dire qu'avec le Paul Dokuy, l'initiateur, avec d'autres spécialistes des sachants, je veux parler de Niangorambois, qui ont parcouru toute la Côte d'Ivoire pour essayer de voir et connaître les critères de la beauté qu'on appelle ivoirienne, la beauté de la femme ivoirienne. Parce qu'au nord, à sa particularité quand on parle de la beauté, au sud, au nord, et à l'est et à l'ouest, donc c'est tous ces ramassis-là que nous avons mis en forme pour faire le concours. Donc voilà un peu ce qui s'est passé depuis, ça fait 25 ans que nous sommes au niveau de ce concours et nous sommes à la 17e édition cette année 2023. Est-ce que je suis dans le vrai? Parce que j'imagine qu'il y a eu un petit break, il y a eu un petit silence concernant l'organisation du concours. Oui. Bon, ça c'était depuis 1980 et c'est là où il y a eu le premier concours et il y a eu un petit silence et c'est en 1998 que le concours a démarré jusqu'à ce jour. Et puis bon, jusqu'à ce qu'en 2020, il y a eu un break parce qu'il y avait la Covid et c'est après 2020, 2021, 2022, nous sommes encore pour l'édition 2023. Qu'est-ce qu'on aura pour cette édition 2023 en termes d'innovation? Bon, l'innovation, d'abord, c'est d'abord un voting. Il faut dire qu'il faut véritablement, peut-être pas tricher, reconnaître le professionnalisme du Comici, par exemple, qui est un exemple. Parce qu'on sent le professionnalisme, donc nous voulons passer par là un voting qui va nous permettre, parce qu'on veut couvrir désormais toute la Côte d'Ivoire. Donc quand on arrive à la finale, il faut faire une première partie et puis une deuxième partie. Donc le vote des téléspectateurs désormais qui participent parce qu'on voudrait qu'il y ait l'adhésion totale, comme on appelle, de ce concours-là, qui devient un patrimoine culturel national. Qui participe? Comment on participe? On s'inscrit? Il y a des finales régionales jusqu'à la finale nationale. Ça commence à partir de quand? Voilà, il faut dire que déjà, nous avons fait le lancement. Le lancement, c'était déjà le vendredi 3 mars, comme on l'appelle à Angré, où il y avait la présence du ministère tuteur au moins, du ministère de la Culture, de la Francophonie, qui était représenté par son directeur de cabinet adjoint. Très bien. Et puis ensuite, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui était aussi représenté. Le maire de la commune de Cocody était représenté. Et puis bon, toutes les Aoulaba, toute la famille, les partenaires, tout cela était là pour faire. Ça devait être une magnifique soirée. Voilà, ça a été une matinée parce qu'on était
l'après-midi que nous avons fait ce lancement. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons actuellement 9 comités régionaux et nous avons 8 comités communaux qui vont s'affronter, ça fait 17. Et je voudrais dire que d'habitude, nous partons à 12, à 13, mais il y a un engouement total parce que le CACI est devenu aujourd'hui, comme on l'appelle, le produit national. Parce que quand on parle de comité Aoulaba, c'est quelque chose qui est né en Côte d'Ivoire et nous souhaiterions que le monde entier, comme on l'a fait à Miss, parce que le concours Miss vient de l'Europe. Mais aujourd'hui, nous avons la chance que la Côte d'Ivoire, avec le concours Aoulaba, devienne une entité pour que tous ces pays-là viennent, pour qu'au niveau économique, sur le tourisme et autres, on ait quelque chose d'important. Parce que nous voulons aussi apporter au développement. C'est-à-dire, certes, c'est un concours, mais ce concours peut apporter beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Les femmes s'inscrivent. Voilà, oui, c'est ça. Maintenant que la question que vous avez posée, et les femmes s'inscrivent, les femmes, parce qu'on ne parle pas de femmes, c'est les dames, c'est de 25 à 45 ans. Donc il faut avoir au moins une maternité. Ensuite, il faut avoir au moins un minimum, le niveau d'études de 3e. Donc, puis, il faut avoir une bonne moralité. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui font que dans ces régions, je voulais vous citer en même temps rapidement pour qu'on ait une idée. À Benjerville, nous commençons déjà avec Benjerville ce samedi 8 avril. Et donc, déjà, les préparatifs sont en bon train de samedi 8 avril à Benjerville. Dans la mai, à Zopé, nous avons le samedi 15 avril. À Yopougon, nous avons le 29 avril. À Korogo, Poro, nous avons le 5 mai. À Djamé, nous avons le 13 mai. Au sud, Komoué, c'est-à-dire à Bassam, vendredi 19 mai. Bélier, Yamsokro, samedi 20 mai. À Bobo, samedi 27 mai. À Marcory, vendredi 2 juin. Cocody, samedi 3 juin. Le Cavali, c'est-à-dire à Giglo, vendredi 9 juin. Trècheville, samedi 10 juin. Koumassi, vendredi 16 juin. Guémont, c'est-à-dire à Kubli, samedi 17 juin. À Béké, c'est-à-dire qu'à Boaké, nous avons le vendredi 23 juin. Vous avez un site internet peut-être, non? Oui, ici on a. Donc au Haut-Sansandra, c'est-à-dire le 24 juin. Et puis nous allons terminer à Tonkmi, le samedi 1er juillet. Alors, M. Zouko Charlemagne, je vous permets d'inviter pour l'instant, pour clore cet entretien, toutes les femmes qui nous regardent, qui ont envie de participer à cette édition à Aoulaba. Si on a fait le tour de la question, si vous avez des informations complémentaires, mais en une minute, invitez certainement toutes ces femmes qui vous regardent ce soir. Ce que je voulais d'abord dire, avant d'inviter, je voulais d'abord remercier la Live TV qui nous accompagne. Donc c'est une des innovations, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une chance que nous avons. Et nous voulons déjà remercier le premier responsable de cette maison, et puis avec toute son équipe. Je voulais aussi remercier la première dame, parce qu'il faut dire qu'à chaque fois, elle nous accompagne. Toutes les finales, elle a toujours accompagné le CACI. Et tous les ministères, notre ministère, le ministère de la Culture et de la Francophonie, le ministère de... Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui, il y a un thème. Le grand thème, c'est l'autonomisation de la femme en finale. Et puis maintenant, le sous-thème, c'est femmes actrices de réconciliation et de cohésion nationale. Parce que nous partons vers les élections, nos femmes, nos Aoulaba peuvent apporter un message fort. Donc, c'est ce désir que je voulais maintenant dire aussi merci à tous nos partenaires qui n'ont cessé de nous accompagner. Donc, maintenant, je dis à toutes ces femmes, jeunes femmes, si tu veux, on dit elles sont pas mises, on connaît nos femmes. Alors, ce que je vais faire, M. Zouko, je vais vous garder. Là, on va aller au JT. Je vous garde 5 minutes. Et juste après le JT, on aura le temps de lancer l'invitation. Et puis, vous allez nous expliquer un tout petit peu. Je crois que ça fait un peu désordre dans la tête de certaines personnes. Oui, bien sûr. Il y a d'autres comités. On parle de tout ça tout à l'heure. Okay. Ne bougez pas. On retrouve Sharon Camara pour le JT. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, juste après le JT, que présentait Sharon Camara. Rendez-vous JT, ça c'est un bon heure pour moi de vous rappeler ces rendez-vous. Rendez-vous JT 19h45 et 12h45 avec Sharon Camara et Jean-Marc Seka.
j'oublie pas ce soir de dire bonsoir à toute la team de la rédaction. Parce que vous voyez les présentateurs, mais derrière, il y a des reporters, il y a des chargés de comment on dit, André, dans votre domaine? Il y a des chargés de JT. Oui. Ouais. Il y a d'autres équipes. Les secrétaires de rédaction. Non, je taquine. Il y a le secrétaire de rédaction, il y a la chef d'édition. Oui. Il y a au studio là-bas, effectivement, comme ici, il y a des scripts, il y a des infirmières, par exemple. Pourquoi pas. Voilà, donc à toute l'équipe de la rédaction, journalistes. On fait des coucous parce que souvent, ils sont en reportage à pas d'heure pour nous apporter l'information juste, bonne et équilibrée. C'est important de le dire. Monsieur Suzuko Charlemagne, je vous ai gardé le temps du JT. Vous êtes président du comité Aoulaba Côte d'Ivoire. Alors, justement, à propos de ce comité Aoulaba Côte d'Ivoire, on a entendu, on a laissé traîner nos oreilles, on a entendu dire qu'il y aurait des dissensions à notre comité. Qui est le vrai comité, j'ai envie de dire? Non, mais je vous ai déjà dit que nous existons il y a cela 25 ans. Et je vous ai parlé des personnalités qui ont créé ce comité. Et je crois que tout le monde qu'on appelle, tous les Ivoiriens savent comment le CACI est né, comment le CACI a évolué jusqu'à ce jour. Donc, dire qu'il y a eu, c'est vrai, une dissension, c'est l'ex-présidente qui a créé un comité, c'est du bicéphalisme, un autre comité. Donc, un autre. Voilà. Donc, ce n'est pas. C'est elle qui a été. Même en tant que telle, c'est Lago Jonas qui était le secrétaire général en son temps. Vous avez vu que le fondateur étant en exil, a demandé à Lago de pouvoir continuer. Lago, quand il a pris, il s'est dit qu'après 3 ans, à cause de ses activités, il a demandé que dans Genève puisse aller. Donc, elle n'a pas, dans nos statuts, il est stipulé que quand vous vous prenez en tant que vice-président, parce que c'était la première vice-présidente pour assurer l'intérim. Donc l'édition 2016, après l'édition, on devait aller à une assemblée générale pour faire une élection. Donc pour qu'elle soit pleinement, si c'était elle qui devait être présidente. Donc jusque-là, où nous sommes en train de parler, elle est présidente par intérimaire. Donc elle est même, c'est une méconnaissance des textes. Parce que nous nous appuyons sur les textes. Et donc c'est comme ça, on l'a interpellé de pouvoir faire une AG. Et jusqu'à, elle a toujours fait des promesses. On ne peut pas rentrer dans ces trucs de promesses. D'accord. Voilà. Donc, question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce bicéphalisme, tel que vous l'appelez, sans doute qu'il n'en est pas un, puisque vous avez le sceau officiel, est-ce qu'aujourd'hui, cela vous empêche de fonctionner correctement? Ça ne nous empêche pas, parce que nous avons su quoi nous nous appuyons. Je dis d'abord nos tests, ce n'est pas de l'émotion. Les tests, le droit, c'est du vécu. C'est ce qui est fait. Donc, nous avons nos tests sur lesquels nous nous basons. Nous n'allons pas prendre tout ce temps pour vous réciter. Nous avons nos tests. Parce qu'actuellement, on est en train de brandir, comme on appelle, l'agrément. L'agrément, l'agrément n'est pas personnel. L'agrément, elle est pour l'association. Donc, sur un deuxième élément, nous avons l'organisation africaine de la protection intellectuelle, où notre logo et notre dénomination est logé. Donc, il est dit, et nous, quand nous sommes partis déposer qu'on appelle ce dossier, c'est au nom d'une personne morale. Donc, la personne morale, c'est une association. Donc, personne ne pourra en aucun cas dire, qu'on appelle, prendre la substance d'Aoulaba, parce que ce qui a été créé, c'est les Paul Douki qui ont créé. Prendre une substance du CACI pour dire, bon, nous devenons directement pour aller à l'international. On peut aller à l'international comme le Comici. Quand le Comici partait à l'international, ils n'ont pas changé de dénomination. Donc, on peut prendre le CACI, mais dire pourquoi on peut, comme on appelle, effacer le CACI pour dire. Donc, ces deux éléments, puis c'est l'Assemblée générale qui décide la vie, comme on appelle, d'une association. Ils ont donné l'exemple, elle a donné l'exemple sur son point de presse en disant au niveau de son point de presse que la situation de notre comité, parce qu'elle a toujours brandi l'agrément, voilà, pour dire que c'est parce qu'elle a l'agrément qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Donc nous, aujourd'hui, on a effectivement tous ces éléments-là pour pouvoir compter. Personne ne peut nous empêcher. Au moment où je suis en train de vous parler, c'est vrai, elle a fait son point de presse, elle a engagé des choses, nous avons nos avocats, les choses vont se passer, mais on ne peut pas, en aucun cas, quelle que soit la situation, permettre à
quelqu'un de pouvoir effacer l'image du Cassis en Côte d'Ivoire. Très bien. Et le CACI, le comité Aulaba Côte d'Ivoire, c'est celui que vous dirigez, Monsieur Zouké Charlemagne, et vous étiez sur notre plateau en tout cas, pour nous annoncer qu'il y a donc les présélections et que le concours va se dérouler et la finale est prévue. Pour le 22 juillet. 22 juillet 2023. Donc on vous dit bonne chance. D'accord, merci. Merci beaucoup, Monsieur Zouko. André, vous qui êtes un fan de tout ce qui met en valeur la femme. Je crois que c'est un concours qui vous intéresse à plus d'un titre. Vous savez, il faut juste comprendre que c'est dommage que les uns et les autres ne comprennent pas qu'il faut respecter notamment la mémoire des anciens, quelqu'un comme Paul Locuy, etc., et tout ce qu'il a fait. Et il est bon qu'on se réunisse autour de lui pour la cause de la beauté africaine. Très très bien. Merci André. Il avait une question, mais on l'aura, Inch'Allah, très bientôt. Nous avons rejoint sur le plateau du Grand Talk Madame Christine Lobouekossi. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vous êtes directeur général du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Très bien. Alors, première question, est-ce que vous entendez certaines réserves, certains préjugés, certaines idées reçues qu'il y a autour aujourd'hui de la profession? Quand on entend mine, tout de suite, ça ramène à orpaillage clandestin. Vous entendez ça, madame? Oui, on entend surtout ça. C'est ce qui fait que de plus en plus, dans la stratégie du groupement, on appelle GPMCI, nous avons décidé d'être beaucoup plus visibles. Nous avons décidé de communiquer davantage pour que l'opinion publique et les parties prenantes sachent davantage ce que c'est que l'opération minière, ses principaux acteurs, ses défis et surtout ses opportunités. Alors, on va présenter le groupement des miniers professionnels de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est? C'est une association qui est à l'intérieur, qui sont ses membres. Et l'émission, vous en parliez tout à l'heure. Nous avons 15 ans cette année. Okay. Le groupement existe depuis 2008. Il est à l'initiative de certaines sociétés minières. Il faut savoir que l'activité minière, c'est 4 étapes. La recherche, d'abord la prospection, la recherche, la construction, production et maintenant la fermeture. Donc, cette association est une organisation patronale qui rassemble tous les acteurs de la chaîne, les principaux sous-traitants et les fournisseurs. Nous comptons aujourd'hui 67 membres. Nous avons 2 membres qui nous ont rejoints, des carrières industrielles. Et nous couvrons tous les métaux, des matières précieuses, l'or, le diamant. C'est toutes les ressources naturelles, à l'exception de l'hydrocarbure et du charbon. Très bien. Alors, moi, de vous entendre parler, de voir ces nouvelles résolutions que vous prenez, il faut reconnaître qu'il y a une forme de désaveu quand même on va dire de la tutelle du ministère des Mines, parce que je ne suis pas sûr que la gouvernance actuelle, le ministre actuel, appréhende toute l'importance d'un secteur comme celui-là. Donc nous sommes très contents de voir que le groupement est très engagé justement pour en faire la promotion. C'est pour ça qu'on va dire, quand ça a failli quelque part, comme je le dis, je pense qu'au niveau de la tutelle, est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir, il y a quoi dans mine? Mine, c'est quoi? Parce que c'est ce travail pédagogique-là que vous voulez sans doute faire. Monsieur Bois, je ne dirais pas que le ministère faillit. Je pense que c'est une stratégie qui a été mise en place, je pense, depuis le retour de la stabilité politique. C'est une volonté politique aujourd'hui de faire du secteur minier une priorité. C'est depuis le plus haut. Donc, comme le plan national de développement, c'est d'abord un plan, un programme, une stratégie, déclinant un objectif avec des indicateurs mesurables. Au retour de la crise, il y avait des acteurs, il y avait à peine 3 mines en production, et il y a eu un code minier qui s'est pris. Donc, avec ces réformes-là, le secteur s'est métamorphosé. Aujourd'hui, on est à près de 48 tonnes d'or produites en 2022 pour 12 sociétés minières en production. Il y a 25 sociétés qui sont détentrices de permis. Donc, je pense qu'il y a un réel dynamisme qui est là, mais comme tout secteur d'activité, quand il est méconnu, quand on n'en parle pas assez, justement, ça peut susciter certaines... Madame Logbo, vous avez bien répondu à la place du ministère, mais ce n'est pas ce que je vous demandais. Non, je ne répondais pas à sa place. Je disais juste qu'il n'a pas failli. C'était mon avis. Ne vous en faites pas. C'était mon avis. Je pense que vous, dans votre rôle, effectivement, de fêtière, vous allez le jouer, mais c'est un ministre qui est récent. Je pense qu'il ne doit pas avoir, on peut en discuter. Le temps qu'il prenne connaissance de l'ensemble de son dossier, tout ça, c'est quelque chose qu'on pourrait en parler. Mais ce n'est pas forcément l'objet de notre... Je pense qu'il y a des choses à faire au niveau de ce nouveau ministre qui prend un nouveau poste. Mais je veux quand même que vous nous expliquiez, c'était ça le sens de ma question. Mine, ça renferme quoi?
Quand on dit mine. Les mines, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, ce sont les ressources qui sont contenues dans le sous-sol. Et dans notre cas, en Côte d'Ivoire, nos principales matières sont l'or, la bauxite, le manganèse. Maintenant, on a du lithium, on a du diamant qui est exploité de façon artisanale. Vous avez du fer, du cobalt, du granit. Enfin, vous avez toutes les ressources naturelles. La Côte d'Ivoire est un pays riche en ressources naturelles. Ce n'était pas une stratégie par le passé, ça en devient une maintenant. Je voulais juste poser une question. Pardon, Alain, j'ai Élisée avant. Allez-y, Élisée. Ok, Élisée, je vous donne la parole. D'accord, merci. Tout à l'heure, on évoquait un peu la question de l'orpaillage clandestin. Certains estiment que l'orpaillage clandestin est le résultat, disons, de la mauvaise distribution des richesses par les entreprises minières, pour certains. C'est ce qui fait qu'à côté, des gens sont amenés à essayer d'extraire aussi ces mines-là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent ainsi? Il est important de connaître un peu l'histoire de notre pays. Vous savez, la première grande mine dans ce pays, qui était une industrie diamantifère, remonte avant les indépendances. Elle a été fermée dans les années 70. C'est pour dire que pendant très longtemps, vous le dites toujours sur vos plateaux, le pays était agricole, c'était une volonté du président de la République parce que les ressources naturelles sont tarissables, elles ne se renouvellent pas. Malheureusement, on a d'abord des acteurs qui sont traditionnellement miniers. Vous avez des zones du centre de la Côte d'Ivoire où on exploitait l'or traditionnellement. Okay. Et malheureusement, du fait de la crise dans ce pays, cette partie de l'exploitation a été laissée à la main de certains ou certaines personnes qui n'étaient pas réglementées. C'est ce que l'État a décidé de réglementer aujourd'hui, après 2014, en prenant ce code, à essayer d'organiser les acteurs industriels qui sont présents, qui sont pour la plupart tous membres du groupement. Et depuis 2018, mène ou a mis en place un vaste programme de rationalisation de l'orpaillage. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir une visibilité, une politique sur ce qu'on appelle l'exploitation minière artisanale. Je veux vraiment préciser que l'orpaillage en lui-même n'est pas un problème. Et la loi le consacre très bien en réservant cette pratique ou cette exploitation aux nationaux. Ce qui est problématique, c'est que malheureusement, quand on ne connaît pas une activité, on ne connaît pas ses pratiques, des clandestins s'y infiltrent, c'est un peu comme partout, et peut faire de grands dégâts. Alors, je vous aime. Merci. Juste savoir la proportion d'entreprises de droit ivoirien, en tout cas d'acteurs nationaux, parmi celles qui exploitent les mines dans le pays. Deuxième question. On a très souvent fait le reproche à ces entreprises-là de ne pas participer à l'éducation, de ne pas avoir des activités durables au profit des populations locales. Qu'est-ce qui est fait exactement? Toutes les entreprises minières installées en Côte d'Ivoire sont de droit ivoirien. Oui, c'est ça. Mais ce sont des multinationales. Des multinationales, mais oui, c'est ça. La part de nationaux ou l'entreprise en phase de production détenue majoritairement par des Ivoiriens reste assez faible. On est sur de l'ordre de 4 entreprises, je pense, sur 12. Comment expliquez-vous cela? Parce que c'était une activité qui était méconnue, comme je le disais. C'est une activité, en tout cas, qui mobilise beaucoup de capitaux et c'est un secteur où très peu d'Ivoiriens ne s'y intéressaient pas. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus et c'est un peu l'objectif d'avoir cette plateforme qui est le symposium pour déjà présenter les acteurs nationaux qui sont là, les différents challenges que sont les questions d'employabilité, les questions de compétences, les questions de financement, pour que davantage d'Ivoiriens déjà s'y investissent en tant qu'employés, employeurs ou pourquoi pas propriétaires de mines. Sur la deuxième question. Sur les populations, sur la deuxième question, oui. Pareil. La volonté du groupement aujourd'hui d'être dans l'espace public, justement, c'est pour communiquer. On souffre de cette mauvaise réputation de ne pas être contributeur, surtout au niveau local, du développement des communautés. Avant 2014, la loi laissait la possibilité aux sociétés minières de décider d'elles-mêmes la façon dont elles allaient accompagner les populations ou les communautés dans lesquelles elles s'installaient. C'était source de beaucoup de conflits. 2014, le Code minier de 2014, justement, est venu codifier cette pratique en obligeant les entreprises à allouer 0,5% de leur chiffre d'affaires mis dans un fonds et qui est géré de façon autonome par un comité qui est présidé par le préfet de région. Donc ça, c'est le minimum aujourd'hui que les sociétés minières qui sont en phase de production reversent au titre du développement communautaire. Sur 10 ans à peu près, sur
2014 à maintenant, c'est un peu plus de 10 milliards qui ont circulé dans ces comités-là. À côté de ça, chaque société minière dans sa communauté, en fonction des projets qui n'ont pas été retenus dans le cadre de ce plan, décide, en collaboration avec les communautés, de contribuer aux communations. Donc c'est dans le cadre de leur responsabilité sociale. Et l'ensemble ou la majorité des projets qui sont faits portent sur les questions d'éducation de base, de développement d'AGR, activités générateurs de revenus, de formation, de renforcement de capacités, et même de plus en plus, vous avez dû voir passer dans la presse récemment, de renforcement ou d'entrepreneuriat local. Sans courir, pardon, on va faire rapidement, on va revenir au symposium, mais ça sera votre charge. Moi, juste une petite question, qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux gens qui se disent, bon, écoutez, les entreprises viennent s'installer, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, en 30 secondes, la question de l'orpaillage clandestin, selon vous? Qu'est-ce qui justifie la question de l'orpaillage clandestin? Pourquoi les gens aujourd'hui expliquent, on va dire ça comme ça. Il y a eu un boom, comme on le connaît aujourd'hui, du prix de l'or. Il y a eu une forte demande. Et la Côte d'Ivoire, n'ayant pas de politique d'encadrement de l'exploitation à petite échelle, a favorisé la montée ou la recrudescence de pratiques vers le pays. Bon, je sais que vous allez encore me regarder de ce magnifique sourire quand je vais parler de politique, parce que on revient encore dans le camp de la puissance publique, du ministère. Vous savez qu'à un moment, quand on parle de l'orpaillage clandestin, c'est toujours soit la gendarmerie qui en parle, alors que celui qui doit gérer le secteur, c'est le ministère des Mines. Et à ce moment, à ce niveau, les choses tardent à venir. Mais ce n'est pas grave, c'est vous qui le dites, parce que votre symposium, pour qu'on en parle, c'est intitulé, enfin, la thématique principale, c'est quelle politique de contenu local pour un secteur minier durable et permanent. C'est dire que vous voulez participer ou bien pousser le ministère à agir, à participer à la réflexion pour obtenir quelque chose de plutôt efficient. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. Et je suis même obligée de rectifier un peu son propos. Le groupement est dans une dynamique collaborative et constructive. Ouais. Le ministre actuel, M. Koulibaly, M. Sangafoua Koulibaly, qui a pris fonction il y a un peu plus d'1 an, n'est pas le seul ministre des Mines. Il est la suite ou la conséquence de différentes initiatives qui ont été posées. Mais il est comptable de la situation d'aujourd'hui. Donc je ne peux pas dire, ou je ne peux pas laisser dire que le ministère n'a pas fait grand-chose. Comme je vous le dis, depuis 2014, en tout cas quand le code minier de 2014 a été pris, il y a eu diverses activités ou diverses réformes qui ont été prises qui ont donné des fruits. 2014, sur l'orpaillage par exemple, vraiment je me permets d'insister là-dessus, sur l'orpaillage, il y a eu un programme national de rationalisation de l'orpaillage qui a vu la création de 10 écoles chantiers. Ce sont des écoles qui ont rassemblé des jeunes gens qui étaient des orpailleurs. Pardon? Ça date de quand, ces écoles? 2016. La période. Ça a commencé entre 2016 et jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas récent, ce que je veux dire. 10 écoles, mais on est d'accord que de 2000 à 2010, nous connaissons tous la situation du pays. Je ne fais pas faire de la politique. Mais quand même, je veux dire qu'à la reprise, quand tout a commencé à se normaliser, le ministère des Mines, quel que soit le ministre qui fut là, avait une politique et une vision qui s'est déclinée dans le temps. Si je reviens sur le PNRO, il y a eu, oui, de la répression parce qu'il fallait lutter contre les clandestins qui a donné lieu à la création d'une brigade de lutte contre les infractions au code minier. Récemment, le Conseil national, parce que la question de l'orpaillage clandestin a été remontée au niveau du gouvernement, de la primature. Ouais. Donc, le Conseil national de sécurité a créé une brigade spéciale qui s'appelle le groupement, le GS-Loi, qui luttent efficacement. Mais à côté de ça, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des politiques d'encadrement de jeunes gens qui ont été formés dans le cadre des chantiers écoles. Oui. Il y a des gens aujourd'hui, des jeunes gens qui ont des permis et qui ont des coopératives minières. Dans le Nord, récemment, il y en a qui ont été encadrés. Non, moi, je pense que beaucoup de belles choses ont été faites. Je finis sur ce point en disant, il y a une école dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Tengrela, qui vient encore d'être ouverte et qui vient de libérer ou de former des jeunes gens pour une pratique encadrée et organisée de l'orpaillage. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Peut-être que nous sommes des miniers. Nous, avec le ministère compris, notre rôle, c'est soit de casser des cailloux. On ne sait pas communiquer. Peut-être. C'est ce qu'on essaie de rétablir. Enfin non, parce que je reviens donc à votre question. Mais attention, j'ai 4 minutes, j'ai Élisée qui a une question. Attention, un moment. Non, mais ils ne seront pas restés que sur vous deux. Il y a Élisée qui a une question, il reste 4 minutes. Comment j'organise? Finir sur ça, monsieur. Terminez, madame. Je vais terminer. Beaucoup de choses ont été faites. Peut-être qu'on n'a pas été... Voilà.
Pour le symposium, on ne cherche pas à inciter le ministère, on veut créer un cadre de dialogue. Ouais. 3 choses reviennent systématiquement dans l'opinion publique. Les miniers sont que des multinationales ou que des étrangers. Les miniers détruisent et les miniers partent ou pillent les richesses. Ben, quoi de mieux qu'une plateforme justement pour inviter des journalistes comme vous, mais l'opinion publique, quelle que soit sa composante, à savoir davantage qui sont les acteurs des mines, comment les mines se pratiquent, quelles sont les règles. Quoi de mieux qu'une plateforme comme ça pour donner ou présenter les enjeux? Si je vous dis que le secteur minier, c'est un peu plus de 20 000 emplois directs, vous allez me dire que c'est rien du tout. Mais si vous le ramenez dans une communauté qui a moins de 100 000 habitants, croyez-moi, c'est multiplié par 5. Quand je vous dis que une communauté, une mine, enfin une société minière peut distribuer au bas mot 1 milliard par an pour le développement communautaire, croyez-moi, c'est parfois 10 fois le budget d'un conseil régional. Donc une société minière a un impact dans une communauté, mais malheureusement, on en est conscient maintenant, elle n'en fait pas grand bruit. Moi, ça ne va pas durer. Vous défendez très bien votre groupement, je suis très content. Moi, j'espère que le ministre viendra ici parce que j'ai eu le sentiment qu'il a eu du mal à démarrer, à prendre son poste convenablement. Mais une chose est sûre, vous défendez votre point de vue. Moi, je pense jusque-là que le ministre a tardé à rentrer dans ses fonctions. Je comprends ce que vous dites. J'espère que le symposium va permettre de coller et de mettre justement j'allais dire, de faire travailler toutes ces bonnes choses. J'espère que c'est au symposium parce que le symposium est présidé par monsieur le ministre. Il sera là en personne. Ouais. Donc si de maintenant au 30, il n'a pas pu passer sur votre plateau, vous le croisez on profite pour l'inviter, voilà, justement. Vous le croisez au symposium. Allez, je vais parler d'autre chose. Élysée, c'est à vous. OK. D'accord. On note effectivement que depuis 2014, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un code minier qui est même considéré comme l'un des plus révolutionnaires et aussi bien... qui a même conduit la Côte d'Ivoire à remporter un prix à Londres en septembre 2014. Aujourd'hui, après l'adoption de ce code minier, qu'est-ce que, en réalité, ou bien quel a été l'impact de ce code minier-là sur l'économie ivoirienne, sur la vie des populations à ce jour? C'est vrai, vous avez évoqué quelques éléments, mais pour moi, c'est des éléments même qui existaient avant l'adoption du code minier. L'appui de certaines entreprises aux communautés, pas forcément dans les proportions actuelles, parce que maintenant, ça a été encadré par la loi, mais c'est des choses qui existaient par le passé. Donc, quel était réellement cet impact-là de l'adoption de ce code minier en 2014, depuis 2014? Ce code fut jugé attractif d'abord pour les conditions d'entrée. Par le passé, le code de 1995, parce qu'il faut savoir que le précédent date de 1995, ne clarifiait pas les procédures d'octroi de permis. Vous dites qu'il y avait des pratiques par le passé. Les proportions sont nombreuses, mais elles n'étaient pas encadrées. Si une société minière avait juste la latitude de décider de ne donner que selon son bon vouloir, bon, vous comprenez que ce n'était pas très équilibré. Aujourd'hui, nous avons adhéré à toutes les bonnes pratiques. Vous avez reçu M. Thuot tout à l'heure. Nous sommes partie prenante des 2 projets, l'école de la deuxième chance et l'Académie des talents. Donc le secteur minier va contribuer au renforcement des capacités des jeunes pour résorber les questions de chômage. Donc ce code aujourd'hui est venu s'adapter aux pratiques qui existaient déjà dans le secteur. 8 ans après, je pense que M. le ministre va penser peut-être à sa révision, puisqu'il y a de nouvelles dynamiques qui arrivent. En Côte d'Ivoire, nous n'avons que des mines à ciel ouvert. Probablement que nous allons avoir des mines souterraines. Il y a des nouveaux métaux qui arrivent, qui n'ont pas leurs pratiques qui sont encadrées. Il y a des nouvelles normes internationales en matière de santé, sécurité, d'employabilité, de questions de femmes, de promotion du genre, de la prise en compte des handicaps, qui vont être adressées dans ce nouveau code. Donc probablement que quand il sera révisé, on verra davantage la dynamique encadrée. Madame Christine Longo-Kossi, merci beaucoup. Vous êtes directeur général, je rappelle, du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été sur notre plateau. On va rappeler, le symposium se tient quand? Les 30 et 31 mars à l'Hôtel Ivoire. 30 et 31 mars à l'Hôtel Ivoire. Je peux vous assurer que Manu Militari, je renverrai M. André Bois, il y sera. On y sera, c'est son travail. Mieux particulièrement, je pense qu'on va lui organiser un rendez-vous avec le ministre et là-bas, il arrivera à le convaincre de passer sur notre plateau et ça nous fera plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci André, merci Élisée, merci Alain, merci à toutes les équipes techniques éditoriales. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau ou ailleurs pour un autre numéro du Grand Journal. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.